Terrain et proximité, Écho du Palais Toumaï est de retour, deuxième numéro de cette nouvelle saison, deuxième plongée au programme. Un chef d'État qui quitte son bureau pour les routes poussiéreuses de Massaguette, une assemblée générale africaine de l'enseignement privé accueillie en N'Djamena, et puis un chantier plus discret, plus sensible, mais tout aussi décisif, la lutte contre la corruption. Gros plan sur l'AILC, cette autorité indépendante qui commence à faire trembler ceux qui ne vivent pas au sueur de leur front, mais aussi, comme toujours, la parole aux citoyens et une immersion dans un sujet qui concerne tous ceux qui prennent la route, l'état des véhicules de transport interurbain. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Commençons par l'essentiel. Cette semaine, le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a fait ce qu'il aime par-dessus tout, quitter les salons feutrés du palais Toumaï pour aller voir de ses propres yeux ce qui fonctionne et ce qui ne l'est pas. Un résumé signé Angal Toklo. Le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a inscrit cette semaine son action dans une dynamique de proximité et de suivi direct des réalisations publiques à travers une visite de terrain effectuée à Massaguette, chef-lieu du département de Haras-Albiar et ses environs. En amont de son arrivée à Massaguette, le chef de l'État a marqué 2 arrêts sur le tronçon N'Djamena-Massaguette, notamment au niveau d'un chantier routier à Lamadi et d'un site de stockage de matériaux situé à Amsoukar, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours. À Massaguette, la première étape a conduit le président de la République au centre de santé Salemaki, où certaines insuffisances ont été relevées. Il s'est ensuite rendu sur le site d'une centrale solaire en construction, projet structurant destiné à renforcer l'accès à l'énergie dans plusieurs localités du pays. Le chef de l'État a également visité le centre multimédia de Massaguette, traduisant la volonté des autorités de promouvoir l'accès au numérique et à l'information. Un moment d'échange spontané a ensuite eu lieu avec la jeunesse locale sur un terrain de sport dans une ambiance conviviale. La visite s'est poursuivie à Djarmaya, au centre médico-social général Daoud Yaya Soumaïn, mis en service il y a 2 mois. Des difficultés liées à l'alimentation électrique y ont été constatées et prises en compte en vue de solutions urgentes. Cette séquence de terrain est une preuve, s'il en faut, de la gouvernance de proximité du président de la République, chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, centré sur le suivi de l'action publique et la recherche de solutions concrètes au service des populations. De la proximité géographique à la coopération intellectuelle, il n'y a qu'un pas. La Confédération africaine des établissements privés d'enseignement a choisi la capitale tchadienne pour abriter sa 2e assemblée générale. Pour nous parler de ces assises de l'enseignement supérieur privé et de sa place chez nous, nous recevons le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombatina. Il est l'invité de la rubrique Regard d'expert. La CAPE, c'est la Confédération africaine des établissements privés d'enseignement supérieur, qui a été créée justement pour fédérer et défendre les intérêts des établissements privés d'enseignement supérieur. Et donc voilà, toute cette organisation est en N'Djamena pour prendre part à cette grande rencontre avec des objectifs, surtout celui de promouvoir une éducation et formation de qualité, accessible, adaptée aux besoins du développement économique et social du continent africain. Ce sont des objectifs que nous partageons au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, puisque au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons une direction générale qui est subdivisée en 2 directions, une direction de l'enseignement supérieur public et une direction de l'enseignement supérieur privé. Et donc, nous travaillons avec les établissements d'enseignement supérieur privés au niveau du Tchad, qui sont très nombreux et qui d'ailleurs participent, n'est-ce pas, au rayonnement, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur au Tchad. Et donc, nous les accompagnons, nous faisons le contrôle, nous faisons le suivi de leur activité. Je viens d'apprendre d'ailleurs ce matin, puisque j'ai eu une réunion spéciale avec l'ONEX,
que finalement, 70% des candidats au baccalauréat sont présentés par les établissements d'enseignement supérieur privés. Et le public, c'est 30%. Donc vous voyez à quel point ils prennent de l'ampleur. Il commence à tenir la dragée haute. Il y a beaucoup de travail. Il faut dire que beaucoup de travail a été fait pour améliorer, n'est-ce pas, l'offre de formation, mais aussi également la qualité et même également des contrôles périodiques au niveau de la direction. J'ai parlé de la direction générale qui fait un travail formidable avec des hommes et des femmes formidables qui sont tous des anciens chercheurs et donc qui sont également intéressés par la question de la qualité de la formation professionnelle qui est d'ailleurs recommandée, n'est-ce pas, par les hautes autorités de la République du Tchad. En premier chef, n'est-ce pas, le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour qui la qualité de la formation, mais la qualité de l'enseignement supérieur, privé comme public, est un impératif cardinal. Ce n'est pas une offre négociable, ce n'est pas vraiment quelque chose à discuter. Et donc, il faut dire que sur certains segments, ils tiennent la dragée haute, notamment en termes de flexibilité, proximité avec le monde professionnel, contribuant ainsi à impulser des dynamiques de réforme au sein du système éducatif. Mais cette compétitivité reste quand même limitée, il faut le dire, par des insuffisances structurelles, par la question de la qualité dont je parlais tout à l'heure, encore hétérogène, mais aussi par un encadrement académique insuffisant et même des faiblesses en termes de gouvernance. Donc nous y travaillons et je pense il y a 2 jours, nous avons rencontré, n'est-ce pas, tous les promoteurs des établissements privés qui sont venus, n'est-ce pas, sur notre invitation et nous avons échangé sur ces défis-là, comment faire pour les améliorer, pour faire en sorte que justement nous puissions tirer l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, vers le haut. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons 10 universités, nous avons 9 instituts supérieurs, nous avons 4 écoles normales et nous avons le Centre national de recherche et de développement. L'enseignement supérieur, comme je l'ai dit, est un objet transversal, proïforme, un objet interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Donc nous ne pourrons pas réussir seuls, nous travaillons, n'est-ce pas, en synergie, mais aussi avec d'autres départements pour faire en sorte que l'objet enseignement supérieur brille. Et pour qu'il brille, il faut la contribution des uns et des autres. L'éducation forme l'esprit, mais rien ne sert de former si l'argent public, celui des contribuables, continue de s'évaporer dans les poches de quelques-uns. Vous l'avez compris, nous parlons de la lutte contre la corruption au cœur du chantier numéro 2 du programme politique du chef de l'État intitulé « Réforme de l'État, construction d'un État fort et juste ». Au cœur du dispositif, l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, l'AILC, Naïm Ahmad Baba, est allé à la rencontre des responsables de cette institution qui nous détaille les mécanismes, les méthodes et surtout les résultats. La corruption est un fléau qui gangrène la société et sape son essor. Elle se manifeste souvent par des faits qui de prime abord paraissent anodins, mais qui dans la réalité sont lourds de conséquences. Pots de vin, favoritisme, trafic d'influence, extorsion ou détournement de fonds, voilà les différents visages hideux de cette pratique. Au Tchad, le combat contre la corruption est porté à un haut niveau par les plus hautes autorités. Pour preuve, il figure en bonne place dans le programme politique du chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à travers le chantier 2, réforme de l'État, construction d'un État fort et juste. C'est dans cette optique que l'ordonnance du 1er août 2023, créant l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, a été prise. Cette dernière a pour principale mission de prévenir et réprimer la corruption tout en moralisant l'espace public afin d'instaurer la bonne gouvernance. Pour ce faire, l'AILC dispose de plusieurs mécanismes, selon Ousmane Mamadou Afonou, directeur général des investigations et du contentieux. L'autorité indépendante de lutte contre la corruption agit dans le cadre d'une programmation annuelle. Et dans cette programmation, il est prévu un certain nombre d'activités, de contrôle, de vérification, d'audit et d'enquête dans certains secteurs afin de s'assurer de la régularité des opérations de gestion qui sont posées par les responsables des différents services et afin de sécuriser les ressources publiques contre
les actes, les risques liés à la gestion par les différents responsables. En plus de cette programmation, l'autorité administrative indépendante peut également être saisie par certaines autorités afin de faire vérifier l'exécution de certaines opérations, certains actes de gestion qui sont posés dans le cadre du fonctionnement des services qui sont sous leur autorité. Troisième mode, c'est la dénonciation, c'est l'action citoyenne. La ILC agit avec tous les citoyens afin que les actes, les dérives les plus importantes liées à la gestion de la chose publique soient identifiées et dénoncées. Et lorsque, après recoupement, ces dénonciations citoyennes s'avèrent être un peu étayées, la ILC peut déclencher des missions afin de s'assurer de la conformité, de la régularité des actes qui sont incriminés et éventuellement faire le redressement et recouvrer les dés de l'État qui ont fait l'objet de déperditions. Ce travail d'investigation, opéré de manière méthodique à travers la confrontation avec les mises en cause, s'est soldé par des résultats probants. Plusieurs milliards ont été recouvrés et les personnes qui ont choisi de se sucrer de manière indigne sur le dos des contribuables ont été jugées et condamnées. Les contrôles véritablement ont commencé au début de l'année 2025 et à ce jour nous sommes au dernier bilan qui est fait en décembre 2025. Nous avons déjà réalisé 37 missions de contrôle sur le terrain. Et ces activités de contrôle ont permis de constater des déperditions importantes qui sont évaluées déjà à l'époque à plus de 900 milliards. On a parlé de redressement. Et ça a impressionné les gens, mais en réalité, ce sont des activités de contrôle qui s'étalent sur 4, 5, 6 ans. Donc, en plus de ces manques à gagner abyssal, l'AILC a également fait entrer dans les caisses de l'État plus de 20 milliards et constaté des créances qui sont dues à l'État et qui ont été compensées à hauteur de plus de 90 milliards. Ça, c'est en ce qui concerne les réalisations chiffrées. À la suite de ces actions de contrôle, plusieurs actions en justice ont été déclenchées, les juridictions ont été saisies, mettant en cause 42 personnes qui sont poursuivies. Toutes les personnes qui sont concernées par les mesures, ça dépasse 100 personnes déjà, sur lesquelles 42 ont été poursuivies en justice. 7 ont déjà été condamnés, 9 sont renvoyés en jugement après instruction et les autres procédures sont en cours. C'est pour vous dire simplement que l'AILC veille à ce que tous ceux à qui les reproches sont faits rendent compte de leur gestion et que, le cas échéant, l'autorité compétente, l'autorité judiciaire compétente se prononce sur l'étendue des fautes commises et éventuellement les sanctions encourues. Chaque hôpital, chaque centre de santé qui ne se construise pas, un forage d'eau ou une école qui ne se réalise pas, une route qui ne s'achève pas ou encore un projet d'électrification qui n'aboutit pas a pour principale cause la corruption. Fait puni par la loi et incriminé par les Saintes Écritures, il est grand temps pour tous les citoyens, croyants ou non, de prendre conscience et de combattre ces mal à la racine. Et c'est là, chaque jour, en tout temps et en tout lieu. La corruption est un poison qui annihile tout effort de développement d'un pays. La lutte contre la corruption n'est pas que l'affaire de l'État, elle est aussi et surtout une lutte citoyenne. Dans la rubrique Élan, nous tendons le micro à celles et ceux au quotidien qui croisent la corruption sur leur chemin. Que pensent-ils de la redynamisation de l'AILC? Se sentent-ils protégés? Réaction. Le travail de l'AILC, je dirais que c'est un travail un peu mitigé. Au départ, l'AILC a fait un travail que beaucoup de gens ont apprécié. Et son travail était basé sur la transparence.
qu'elle a choisi des structures qui y avaient des problèmes au niveau de la gestion. Mais par contre, on a constaté à un certain moment que je ne sais pas sur quels critères ces structures ont été choisies par l'ALC. L'ALC ne touche pas là où il faut. Nous nous attendions à ce que l'ALC passe là où il y a l'argent. Les services des douanes, les impôts, vous avez les frais. Il semblerait qu'il y a eu des enquêtes et tout ça dans ces lieux, ces institutions. Mais les résultats ne sont pas encore vus, ne sont pas rendus publics. Ceci a fait que la population de nos jours, en ce moment maintenant, on n'a pas confiance en l'ALC. Aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait. On essaie de voir quand même les efforts qui sont fournis allant dans ce sens. Mais je pense que la question qu'il faudrait se poser, est-ce que l'ALC a les mains liées ou bien l'ALC essaie d'exercer cette fonction de manière indépendante? Donc c'est ce qu'il faudrait très bien comprendre. Mais si on laissait la latitude à l'ALC de faire normalement son travail, je pense que cela pouvait apporter des effets sur le fonctionnement de l'État. Je remercie un peu le gouvernement et aussi l'équipe de l'ALC pour tout ce qu'ils font pour un peu lutter contre la corruption. Mais sincèrement, la corruption, elle est encore flagrante. Moi, le plus souvent, j'ai dit, j'ai seulement un seul indice que je dois mesurer si la corruption a diminué au Tchad ou non. Essayons de voir seulement au niveau de nos ronds-points, surtout avec nos policiers BCR. Si jamais les policiers BCR se tiennent devant un véhicule de marchandises et qu'on lui tend la main et qu'il continue déjà à prendre sans toutefois être inquiété, c'est que la lutte contre la corruption n'a pas encore commencé à mon avis. Un exemple simple, on te dit mais fais-moi ce travail là et moi j'ai besoin de 10% dessus. Alors que tu es déjà payé pour ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la concussion. Et dès lors que c'est attesté qu'effectivement vous avez fait ça, c'est passible à des peines par rapport au code pénal. Et donc, c'est un phénomène qui gangrène la société. Même la corruption gangrène maintenant les structures même religieuses et autres, tout ça. Et donc, ce n'est pas tellement bien. De l'intégrité des biens publics à celle plus matérielle des véhicules qui sillonnent nos routes, direction les grandes artères de la capitale N'Djamena, là où chaque matin des milliers de passagers montent à bord de véhicules dont l'État fait pâlir n'importe quel contrôle technique. Nassour Nodjiti et son équipe sont allés voir, écouter et filmer. Pour mettre sur les rails de la normalité le secteur des transports interurbains dans la cité capitale, la mairie de N'Djamena a décidé de frapper du poing sur la table. Elle accorde 60 jours aux conducteurs de taxis, minibus et mototaxis à se conformer strictement à la nouvelle réglementation. Cette nouvelle mesure impose entre autres l'agrément des transports, un document obligatoire à obtenir auprès du ministère des Transports, l'identification du conducteur auprès du comité multisectoriel de pilotage des transports urbains pour recevoir un numéro d'identifiant unique, l'instauration d'une charte graphique, c'est-à-dire les véhicules doivent être peints aux couleurs exigées avec les numéros d'identifiant apparents sur la carrosserie et le port obligatoire du casque pour les mototaxis et leurs passagers. Grincement des dents et désapprobation du côté de la Fédération nationale des syndicats des transports urbains et interurbains du Tchad. Son secrétaire général, Hassan Djimé Hanno, explique. Tout d'abord, l'année dernière, nous avons commencé avec le hockey qui est figuré sur le récit 15 000 francs et le transporteur paie plus de 120, 130 000 pour avoir le hockey. Ça, on a mis un an et plus, ça continue jusqu'à maintenant. Arrivé à un moment, nous avons la taxe mairie des mairies qui coûte 35 000 francs. Arrivé à un moment, on avait le IGL qui coûte 100 quelques mille. Et en dernière minute, maintenant, c'est l'agrément. L'agrément là, qui a soulevé tout le problème. L'agrément, ça coûte presque 50 quelques mille. On a mis beaucoup de charges sur le transport. Et là, c'est les transporteurs, ils disent que pour cette année, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que ça, c'est bien pour organiser le transport, mais ils ont dit que ça, c'est une charge très élevée sur les transporteurs. Les minibus ou les taxis que vous voyez,
Maintenant, avec le carburant qui a coûté très cher, ils ne gagnent rien. Et si on leur met des charges comme ça va être compliqué pour eux. Ils n'auront jamais à gagner sur leur transport. Des conducteurs de taxis et minibus rencontrés déclarent que cette mesure prise par le comité multisectoriel de pilotage des transports urbains leur a ôté le sommeil. Vraiment, la décision prise par la mairie, ça nous met mal à l'aise d'abord. Nous, les taximans, nous sommes tellement souffrants. Maintenant, essayez de voir même les passagers. Les trajets où on prend 150, un pauvre passager vient en nous disant que vraiment j'ai 100 francs. On ne peut pas lui laisser. On est obligé de les prendre. Et malgré ça, nous n'arrivons même pas à entretenir nos véhicules. L'activité des taxis maintenant est tellement morte carrément. Même réaction du côté des conducteurs de mototaxis où le port du casque deviendra obligatoire à la fois pour le conducteur et son passager. Cette mesure entrera en vigueur pour compter du 7 juin 2026. L'un d'eux explique avec force et détails. Concernant ces décisions, je ne vois pas l'inconvénient dans ça. Mais ce qui est là, le problème en est que le casque, moi j'ai casque et j'ai un client qui est derrière moi, que je le fais porter ce même casque-là. Au moins, je transporte 15 clients par jour. Dans le 15 clients-là, c'est le même casque qu'ils portent. Et donc, dans ce cas, il y a les infections. Ça se transmet aussi quelquefois au fur et à mesure. Et quelles mesures peut-on accorder pour désinfecter ces casques aussi? S'agissant justement de la délivrance de l'agrément de transport, le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats de transport urbain et interurbain du Tchad, Hassan Djimé Hanno, et quelques membres rencontrés se prononcent. La mairie et le ministère du Transport doivent penser à ces sujets et penser à ces projets pour qu'on revoie les choses. On les a chargés à payer beaucoup de taxes. Donc nous voulons maintenant, il faut penser à discuter. Comment on va arriver à ces projets-là? Il faut les revoir pour que tout le monde soit à l'aise et puis on verra le reste. La décision de la mairie, là, il faut que l'excellence, monsieur le président même doit penser à cette décision. Sinon, là, vraiment, ça nous vraiment un peu choqué. Au moment où j'ai écouté cette décision, je me suis même tombé malade. J'ai dit comment, avec notre souffrance, tout ce que les souffrances que maintenant les taximans supportent, en plus ça, le mairie augmente d'autres choses. Vraiment, nous ne sommes pas contents de cette décision-là. Je vous le dis sans embâche, cet agrément, nous n'en voulons pas du tout. Quel en est le motif? Nos véhicules ont été recensés récemment avec la commission mise en place pour le hockey. Encore, l'on nous demande de nous acquitter d'un agrément qui coûte 50 000 francs. Pour le même véhicule, tu payes pour le hockey, tu payes l'agrément, tu payes la patente, tu payes la taxe pour la mairie. Pour quelle raison? Si les taximens sont vent debout contre cette mesure qu'ils jugent arbitraire, les usagers par contre l'approuvent. C'est le cas de ce monsieur rencontré à la station de Dembé. Quand la mairie avait pris une telle décision, ce n'est que normal. Parce que la mairie est chargée pour veiller à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Donc je loue cette décision et il faut que la décision soit vraiment respectée et scrupuleusement afin que la sécurité des citoyens soit garantie. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les taxis et minibus rendent un énorme service aux usagers. En attendant l'entrée en vigueur de toute cette batterie de mesures, l'on se pose les questions suivantes. L'État, à travers le ministère des Transports et la mairie, ont-ils pensé à une solution de substitution? Une compagnie de transport interurbain étatique est-elle en gestation? Pourquoi certains taxis, minibus et mototaxis défectueux continuent à circuler allègrement? Qui délivre les fiches techniques
à ces engins à 4 et 2 roues dépourvus d'organes? Toutes les réponses à ces questions dans le second volet de ces reportages Grandeur Nature. Des routes de Massaguet aux artères de N'Djamena, aux assises africaines de l'enseignement, aux investigations de l'ALC, ce deuxième numéro d'Écho du Palais Toumaï aura traversé les réalités tchadiennes sans jamais les maquiller. Le deuxième numéro de la deuxième saison d'Écho du Palais Toumaï s'achève ainsi avec une conviction, raconter le Tchad tel qu'il va, avec ses chantiers qui avancent et ses défis qui restent, sans langue de bois, avec le souci du terrain. Merci d'avoir été de nôtres. La saison ne fait que commencer. À la semaine prochaine.